tous, et je tiens à vraiment remercier l'association Habiter de cette belle initiative de ces rencontres des mondes tropicaux qui nous tient un temps à cœur. On a sûrement beaucoup à gagner aujourd'hui à regarder horizontalement plus que verticalement. C'est une symbolique pour dire qu'il ne faut pas qu'on attende trop des solutions du monde européen qui est quand même assez différent et qui propose des solutions pas toujours très adaptées à nos problématiques. Et on a beaucoup à apprendre entre nous de nos histoires, de nos cultures et de nos climats pour lesquels on a beaucoup de points communs et aussi bien sûr un certain nombre de différences. Donc, merci aussi pour cette présentation complète. Donc, je vais passer assez rapidement sur mon parcours. Mais on voit pas. Je suis architecte installé à La Réunion depuis 35 ans, donc je suis ce qu'on appelle un oreille, mais un petit peu tropicalisé, donc puisque ça fait 35 ans que je pratique ce territoire réunionnais qui m'a accueilli et que j'ai essayé de comprendre pour pouvoir mieux mettre mes savoirs au service de ce territoire et de son climat spécifique. Donc là, vous avez une petite frise qui illustre un peu une certaine vision de l'évolution de l'architecture à La Réunion, qui est à mon avis assez similaire de ce qui a pu se passer sans doute en Martinique, Guadeloupe, sur certains aspects. C'est-à-dire qu'on est parti d'une architecture importée qui a évolué avec des matériaux locaux et puis qui s'est adaptée d'abord avec des matériaux, et après ça, avec l'avènement du béton, on a gardé une forme architecturale originelle, ou plus ou moins, et puis on a fini par quelque chose de relativement déconnecté de ce qu'il y avait au départ. C'est un peu la vision que j'ai essayé d'expliquer dans l'évolution de cette architecture, en tout cas de certaines architectures. Je vais commencer par une petite présentation du contexte, donc sur ce qui malheureusement aujourd'hui nous préoccupe tous. L'idée aujourd'hui, c'était d'apporter un regard avec peut-être aussi des solutions. Donc c'était en ce sens-là que je m'inscris dans cette conférence, en essayant de tirer des leçons du passé, mais en essayant de se tourner aussi vers des solutions pour le futur. Donc pour ça, je vous parlais de ces éléments-là. Donc, je vous l'avais compris, aujourd'hui, on a un petit problème avec l'énergie. Et dans les mondes tropicaux, un des problèmes, c'est l'usage immodéré de la climatisation. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est supprimer la climatisation. Dans certains cas, elle va être indispensable. Mais c'est de faire très attention, parce que si on part vraiment dans ce schéma-là, on va avoir des sérieux problèmes. Sachant qu'aujourd'hui, sur un bâtiment standard, climatisé, ça représente 50% de la consommation électrique. Si on arrive ne serait-ce que réduire de 6 mois à 3 mois en faisant des architectures un peu plus adaptées, l'usage de la clim, on va réduire de 25% nos dépenses énergétiques, ce qui est bien au-delà de ce qu'on aurait besoin de faire pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés avec les différentes COP, même si on sait qu'il y a beaucoup de greenwashing dans tout ce qui se raconte en ce moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'architecture, elle est au service de l'homme et elle est au service du confort de l'homme. Et notre objectif, c'est d'obtenir ce confort en dépensant le moins d'énergie possible. Évidemment, ça ne sera pas sans dépenser d'énergie, mais en dépensant le moins d'énergie possible. Et pour ça, ce dont je vais vous parler, ce sont des solutions pour le climat tropical humide, avec ses spécificités, qui ne sont bien sûr pas directement transposables sous d'autres climats. Mais je pense que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui sont issus de ces climats tropicaux humides et qui pourront se reconnaître dans un certain nombre de ces problématiques. Donc l'idée, c'est de travailler pour obtenir le confort à partir d'une analyse climatique, comprendre ce climat dans lequel on est, et à partir de là, proposer des solutions qui soient adaptées à ce climat en dépensant le moins d'énergie possible, encore une fois. Et ce qu'on a à notre disposition en climat tropical humide, c'est la ventilation naturelle de confort. C'est-à-dire utiliser les échanges convectifs à la surface de la peau qui permettent le rafraîchissement du corps et donc d'abaisser la température ressentie grâce à une vitesse d'air sur le corps. Et à chaque fois que je parle sur le corps, je vous rappelle encore une fois qu'on travaille pour le confort de l'individu dans un bâtiment et pas pour faire des bâtiments confortables. Ça m'est égal qu'on soit en confort dans le coin là-bas. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit en confort là où on est, là où on vit. Pour ça, la solution est relativement simple. Et qu'est-ce qu'on essaye de retrouver? On essaye de retrouver le confort d'un individu sous un arbre avec une gentille petite brise qui vient le caresser. Ça, c'est notre objectif. Ça paraît pas très compliqué, mais quand on veut faire des établissements humains, ça devient un petit peu plus complexe. Alors, ça a été décrit par un certain nombre d'architectes. Là, il y a une petite image de Lindsay Johnston, qui est président de la fondation Gain Murcutt, qui explique qu'en climat tropical, c'est quoi? C'est un grand toit, des parois poreuses, avec la végétation en périphérie, pour essayer de retrouver ce climat initial. Pardon, excusez-moi, on me dit que je vais trop vite. Excusez-moi, je fais une petite pause. Ensuite, vous avez la transposition de ces concepts à travers une coupe climatique d'un projet que nous avons réalisé à La Réunion sur une école.
Je suis obligé de vous expliquer vraiment le concept de la ventilation naturelle de confort pour pouvoir que mon propos soit bien compris. On va travailler non pas sur la dilution des pollutions, c'est-à-dire faire en sorte que l'air qu'on respire soit sain. Pour ça, il faut juste un renouvellement d'air de 3 volumeurs. Ni sur la dilution des apports thermiques dans un bâtiment. Là, on va parler de 10 à 30 volumeurs. On va parler de ventilation naturelle de confort, c'est-à-dire que les taux de renouvellement d'air qu'on va mettre en jeu sont de l'ordre de 50 à 150 volumeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se voit. Une architecture bioclimatique en milieu tropical humide, ça se voit de l'extérieur. On doit pouvoir le lire et le comprendre. Parce que forcément, des taux de renouvellement d'air comme ça génère des solutions particulières. Et pour ça, c'est un peu le travail que j'ai montré dans ma thèse, il faut bien comprendre la chaîne de la ventilation naturelle. Et on parle de chaîne parce que chacun des maillons qui constituent cette chaîne est indispensable. Vous ne prenez pas en compte un des maillons de la chaîne, tout s'effondre. Donc aussi bien la source climatique, la source météo du vent, l'influence de la topographie, du site, de l'urbanisme environnant, de la forme architecturale et ensuite de l'organisation interne de l'architecture. Et tout ça, ça nous définit un cadre à cette architecture bioclimatique en milieu tropical. À La Réunion, on a développé des solutions architecturales, je vous expliquerai un peu la genèse de tout ça plus tard, qui sont basées sur la compréhension des mécanismes physiques de la ventilation naturelle, qui est constituée de courants d'équilibrage entre des zones de haute pression et des zones de basse pression qui s'organisent autour d'un bâtiment. Et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est d'aller chercher la dépression la plus importante, celle qui est en toiture, celle qui explique que les cases, en cas de cyclone, s'envolent. Parce qu'en fait, elles sont aspirées par la dépression qui se constitue au-dessus. Et nous, on va aller chercher cette dépression-là pour essayer d'optimiser la ventilation non plus traversante, mais la ventilation qui se fasse de façade vers le haut du bâtiment. Pourquoi c'est intéressant ? Que je vais vous présenter, parce qu'en fait, ça nous permet de faire une conception qui est indépendante de la direction du vent et qui permet de proposer des solutions dans des milieux urbains où on sait qu'aujourd'hui, c'est là que se situe en grande partie la solution, enfin en tout cas qu'il va falloir qu'on travaille. On ne peut plus continuer à s'étaler, on est dans des milieux insulaires, donc il va falloir absolument qu'on trouve des solutions dans des tissus urbains où il y a beaucoup de bâtiments, beaucoup d'effets de masque, et donc les problématiques de la ventilation se posent de manière très, très cruciale. Et ce petit schéma, c'est pour montrer que, à part le premier bâtiment qui est, comme ici par exemple en front de mer, qui pourrait avoir accès à la ventilation naturelle, derrière, très vite, on a des problèmes parce qu'on a plus de différence de pression entre deux faces d'un bâtiment. Donc on va aller chercher la dépression en toiture. Pour ça, on a travaillé avec un certain nombre de règles, je vais passer rapidement, qui permettent de faire des premières approximations sur le prédimensionnement de ces ouvrages pour qu'un architecte puisse, dès la genèse du projet, partir sur des principes qui permettent d'éviter les grosses erreurs, qui seront après ça optimisées, bien sûr, par une étude d'ingénierie qui nécessite effectivement un savoir-faire spécifique. Et toutes ces règles-là, elles sont élaborées à partir des surfaces du patio qu'on va constituer avec des références par rapport aux surfaces des façades intérieures et extérieures. Moi, je passe rapidement parce que c'est un peu imbuvable, mais... Et pour ce faire, quand on est dans des environnements un peu complexes, on utilise un outil formidable qui est la soufflerie physique. Et pour ça, on collabore avec deux laboratoires, le laboratoire de la soufflerie du CSTB à Nantes et aussi surtout avec la soufflerie Eiffel à Paris. Juste un petit aparté, Eiffel, c'était, vous savez, ce bonhomme qui a fait la tour, là, mais à 70 ans, il n'avait pas fini de se poser des questions. C'était en plein avènement de l'aviation, de l'aéronautique, et il s'est posé la question, comment les avions volent ? Tout le monde croyait que les avions s'appuyaient sur l'air, et en fait, c'est lui qui a montré que c'est la forme de l'aile avec la dépression qui créait cette aspiration qui permettait la sustentation de l'avion. Et il l'a fait grâce à cet outil qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est un monument historique que vous pouvez visiter, qui est toujours en fonctionnement à Paris, dans le 16e. Mais avant de se poser la question de savoir si ce qu'on nous propose est un nouvel archétype, c'est toujours intéressant de ce retour en arrière, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on faisait avant, est-ce qu'on utilisait des solutions équivalentes ou pas. Donc on connaît tous ces architectures à patio qui pourraient ressembler à ce que je vais développer tout à l'heure. Mais en fait, on va voir que ces concepts-là, même s'ils ressemblent en plan, en coupe, ne proposent pas tout à fait des solutions qui permettent d'obtenir les résultats qu'on va rechercher, c'est à savoir aller chercher la dépression en hauteur. Même si, dans les climats souvent dans lesquels on trouve ces architectures de patio, souvent des climats plutôt chauds et secs, ils apportent des solutions évidemment à des problèmes spécifiques à ces climats.
on a fait tout un travail de recherche aussi autour des différents systèmes qu'on connaissait. Donc là, vous avez des MACLAF ou les BACDIR, c'est ce qu'on appelle des tours à vent. Mais les études paramétriques montrent que ces solutions-là proposent des alternatives qui sont intéressantes dans des climats chauds et secs, mais pas dans des climats chauds et humides, parce qu'en fait, on n'a pas des débits d'air suffisants, tout simplement. On n'arrive pas à des volumes d'air suffisants pour obtenir ce flux d'air dont je vous parlais tout à l'heure sur le corps. Donc, tout ça pour vous repréciser les spécificités de cet archétype qu'on a développé à La Réunion. Donc, c'est un système à ciel ouvert, c'est-à-dire que si on avait un puits dépressionnaire ici, on verrait le ciel. Il faut que ça soit à ciel ouvert. Il faut respecter un certain nombre de règles géométriques qui sont après ça de dimension et de porosité des façades pour obtenir des débits d'air de l'ordre de 50 volumeurs. Alors ça vous paraît technique tout ça, mais c'est juste pour avoir un petit courant d'air d'1 mètre par seconde, c'est-à-dire de 3,6 km/h sur votre corps pour que vous vous sentiez en confort, vous abaissiez votre température de 5 degrés, 4 à 5 degrés. Tout ça, ça s'est fait grâce à un environnement spécifique qui s'est mis en place à La Réunion, que je ne peux pas ne pas citer. Donc, à faire ça, une collaboration, une co-conception entre ingénieurs aérauliques et architectes. Donc là, vous avez le nom de ces différents acteurs, qui a permis la mise en place de ce travail qui est spécifique à La Réunion. Donc avec Jacques Gandemer, qui est un ingénieur, c'est lui qui est le père de l'aérolique française voire européenne. Le laboratoire Eiffel du Centre scientifique et technique du bâtiment et un certain nombre d'architectes qui ont travaillé avec Jacques Gandemer, donc AIA, l'atelier architecte, Olivier Brabant et nos agences de APMR, Lab Réunion et Le Réunion. Et tout ça, ça s'est fait aussi grâce au soutien de l'État, et je tiens à le souligner, parce que sans cela, on n'aurait jamais réussi à développer ces concepts de l'ADEME. J'en arrive à vous présenter des études de cas, parce que c'est bien le blabla, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, comment concrètement ça se transcrit dans l'architecture. Donc là, je vais vous brosser rapidement un certain nombre d'exemples d'architecture qui ont mis en œuvre ce système de puits patio-dépressionnaire avec différents auteurs architecturaux, dont il y a nos agences, plus les acteurs que je viens de citer. Et le premier bâtiment à puits patio-dépressionnaire, c'est mon associé Michel Reynaud qui l'a mis en œuvre sur un ITEP. Donc c'est pour ça que je dis un projet précurseur. Vous voyez là les concepts bioclimatiques, parce que ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ce que je disais en introduction à mon propos, c'est qu'il s'agit d'une architecture en ventilation naturelle, mais c'est aussi une conception aérothermique, c'est-à-dire qui combine la ventilation naturelle et la thermique. Et la thermique, en milieu tropical, c'est la protection de l'enveloppe et c'est aussi la gestion des abords. Vous vous rappelez l'histoire de l'arbre? L'arbre, il nous rend de nombreux services et concevoir une architecture tropicale en excluant l'environnement, le travail sur les abords, on est voué à l'échec. On a besoin de la nature, on a besoin de cet environnement végétal pour pouvoir obtenir une efficience optimale. Donc là, vous voyez, par exemple, dans ce bâtiment-là, ça nous permet le puits dépressionnaire nous permet de trouver un patio en cœur du bâtiment. Ça se transcrit par ces images-là. Donc vous voyez l'émergence au-dessus du volume bâti. Il faut toujours une émergence d'au moins 2,50 m à 3 mètres pour pouvoir aller chercher cette dépression. Et donc on va voir, je reviens en arrière, on va bien avoir une ventilation qui se fait de façade vers le haut. C'est-à-dire qu'à gauche, ça va ventiler, les courants d'équilibrage se font de la gauche vers le haut, et à droite, ils sont de la droite vers le haut. Donc on n'est plus sur un flux traversant, on est sur un flux ascendant, qui devient indépendant de la direction du vent, et aussi qui peut permettre de dégager des effets de masque dans une ville. Donc ça, c'est le premier projet qu'on a réalisé avec ce concept. Ensuite, il y a eu un bâtiment très emblématique qui a été conçu par Olivier Brabant. C'est un amphithéâtre de l'eau climatique au Chaudron. Donc c'est un amphithéâtre avec vous voyez, c'est un grand volume qui est ventilé avec ce qu'on appelle, là c'est un canyon dépressionnaire, c'est une grande veine qui est dans la toiture qui va toujours chercher cette dépression, avec un certain nombre de systèmes assez complexes qui permettent de ventiler à travers les sièges pour que le flux d'air passe bien sur le corps et obtenir une ventilation naturelle. Et grâce à ça, ce bâtiment consomme 5 fois moins qu'un bâtiment en climatisation, c'est-à-dire 25 kWh et énergie finale par mètre carré de surface utile par an. Donc c'est un peu technique. Un bâtiment comme celui-là, je pense qu'on doit être facilement à 200 kWh par mètre carré par an. Donc vous voyez, on peut dans certains contextes, effectivement, ne pas utiliser la climatisation ou pour le moins, l'utiliser beaucoup moins souvent et obtenir des résultats intéressants. Et quand le contexte ne le permet plus, passer en mode climatisation. Ça, c'est une autre histoire, mais l'idée, c'est pas de faire climatisation contre ventilation naturelle, c'est de d'optimiser chacun des systèmes pour réduire au maximum nos dépenses énergétiques.
voyez une image aérienne de ce bâtiment qui se trouve dans un contexte urbain, dans le centre de Saint-Denis, la capitale de La Réunion. Un autre bâtiment qui a été fait par AIA, donc c'est une agence de l'Hexagone avec une agence locale. Et pour un hôpital, donc là c'est une grande complexité, et je vous passe les détails de tout ce qu'il a fallu faire pour convaincre les gens du monde médical qu'on pouvait avoir des chambres où il y a des malades en ventilation naturelle. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui les gens, ils tombent aussi régulièrement malades dans les hôpitaux à cause de la ventilation artificielle. Il faut juste savoir que l'air intérieur, c'est toujours plus pollué que l'air extérieur, parce que c'est les polluants intérieurs plus les polluants extérieurs. Donc ouvrir un bâtiment à l'air extérieur, c'est réduire, c'est optimiser la qualité de l'air. C'est ce que malheureusement la crise Covid nous a montré dernièrement. Il fallait ouvrir les fenêtres, grande nouvelle. Donc, vous voyez ici une représentation de ces puits patio-dépressionnaires. Vous voyez, il y en a 5 qui permettent effectivement d'avoir des chambres, et c'est quand même une première en ventilation naturelle. On a aussi exporté ces concepts dans un climat un peu plus rigoureux que La Réunion, parce que vous allez me dire, oui, La Réunion, et c'est vrai, le climat est un peu moins compliqué. On a, je pense, 1 ou 2 degrés de moins en température moyenne maximale en été qu'à la Martinique, ce qui fait que c'est plus difficile de se passer totalement de climatisation sous vos latitudes, mais on pourrait s'en passer quand même. Au lieu de le climatiser toute l'année, peut-être que 3 mois par an, ça serait déjà énorme. Et là, on a fait un collège à Mayotte en utilisant ces mêmes concepts, parce qu'en fait, une partie du bâtiment, vous voyez le bâtiment serpent tout en long, celui-là, il était très bien exposé, mais le petit bâtiment qui se situe en dessous, il était sous le vent de ce bâtiment, donc il était protégé des vents, et donc on est allé chercher la dépression en toiture, et c'est ce que vous voyez ici sur la coupe, ou ici en représentation, et on se rend compte que ce nouvel archétype, non seulement il apporte une solution technique, et ça c'est bien, mais il apporte aussi des solutions aussi architecturales en termes d'esthétique, c'est-à-dire qu'il permet de ramener la nature au centre d'un bâtiment, il permet d'amener de la lumière naturelle au centre d'un bâtiment, et il permet aussi de gérer les eaux pluviales. Et Dieu sait que les eaux pluviales, c'est un vrai problème sous nos latitudes. Là, c'est un collège qu'on vient de terminer à l'île de la Réunion aussi, où on a utilisé ce principe pour le CDI et la restauration, qui sont des grands espaces. Et donc avoir des bâtiments de 10 mètres de large, ce qui est la profondeur maximale pour faire de la ventilation traversante, 10-12 mètres, c'est compliqué sur des grands volumes. Et donc ça nous permet de ventiler ces grands volumes. Donc, vous voyez un autre exemple ici avec l'illustration de ce patio, où là encore, on va retrouver un jardin en pleine terre. Grâce à ça, on va pouvoir avoir une cuisine qui est en éclairage naturel. Merci pour le personnel qui travaille toute la journée dans le noir autrement ou avec de l'éclairage artificiel. Et d'avoir les salles qui se ventilent autour de ce puits patio-dépressionnaire. J'ai aucune idée du temps. Il me reste combien de temps? D'accord. Et là, c'est un autre exemple qu'on a fait, qu'on a exporté en Calédonie, sur un centre médico-social. Là aussi, on était dans un contexte urbain et on avait des problèmes, vous voyez, d'effet de masque, etc. Et on est allé chercher cette ventilation en toiture. Et ça nous a permis de créer ce bâtiment sur lequel on va faire des mesures aujourd'hui pour évaluer son comportement final. Donc, vous voyez des images ici de ce bâtiment qui est relativement introverti et se retrouve avec un jardin tropical dans son cœur qui permet aussi d'amener de la fraîcheur, encore une fois de gérer les eaux pluviales et qui correspond à ce fameux puits dépressionnaire qui nous permet de ventiler naturellement tout ou partie des locaux. Je dis tout ou partie parce que dans ce cas-là, il y a certains locaux pour des raisons techniques qui sont aussi en climatisation. Là, c'est l'école d'ingénieurs qu'on a livrée il y a 2-3 ans à La Réunion qui présente un certain nombre de concepts. C'est intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'il présente différentes solutions de ventilation. Je vais pas m'étaler trop là-dessus, mais dans lequel on a développé le concept de la canopée tropicale. La canopée tropicale, c'est quoi? C'est tout simplement essayer de reproduire le confort de la forêt, c'est-à-dire un espace ouvert, ombragé, à l'abri du soleil et de la pluie, mais ouvert. Et c'est ce grand espace gris, vous voyez, c'est une surface en toile tendue, qui nous permet de créer une bulle de haute pression pour optimiser la ventilation du bâtiment. Et il y a une partie du bâtiment, donc la majorité du bâtiment fonctionne en ventilation traversante, mais il y en a une partie, ce que vous voyez en coupe, qui fonctionne avec ce fameux petit puits dépressionnaire. Vous voyez les images là de la canopée à gauche. Petite parenthèse, ce n'était pas demandé au programme, hein, ça c'est le plus qu'un architecte doit pouvoir apporter en termes de confort, des espaces à vivre. Et vous voyez l'importance du végétal, de traitement en périphérie.
Et je termine juste par le futur, quelque chose qui est en train de se terminer à La Réunion. Donc ça, c'est un projet qui est conçu par AIA et une agence locale, Olivier Brabant, de l'aérogare, la future aérogare Roland-Garros, où là, la salle de livraison des bagages s'organise autour d'un immense canyon dépressionnaire qui permet de gérer la ventilation naturelle, mais bien sûr, vous voyez là, encore une fois, avec des préoccupations architecturales qui sont évidentes en termes de qualité d'espace, d'apport de lumière, de confort, etc. Donc juste, en résumé, tout ce travail, c'est pour montrer que c'est important aussi pour les architectes de comprendre l'histoire, mais aussi de comprendre les phénomènes physiques dans l'architecture pour pouvoir la transposer dans l'architecture bioclimatique. Et qu'aujourd'hui, on en est dans des phases où on essaie d'avoir du retour d'expérience. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de est-ce qu'on sait vraiment le confort qui était atteint par ces architectures modernes? Et c'est important d'essayer de le savoir pour voir ce qui fonctionnait bien, ce qui fonctionnait moins bien, pour en tirer des enseignements. On s'applique ce travail-là nous-mêmes. On essaye d'appareiller nos bâtiments avec ce qu'on appelle la POE, Post-Occupation Evaluancy, qui permet d'avoir des retours objectif, en tout cas quantitatif, sur le confort obtenu. Ça n'exclut pas, bien évidemment, de faire des enquêtes de confort pour savoir auprès des gens comment ils vivent dans ces espaces. C'est un travail qui doit être complémentaire. Et une petite perspective, ce qu'on aimerait aujourd'hui, c'est de pouvoir transposer ce travail-là dans quelque chose qui est un des sujets principaux de l'architecte, c'est le logement, c'est ce à quoi on travaille actuellement. Merci de votre attention. Merci Antoine. Tu peux t'asseoir si tu veux dans le canapé. Et la parole, c'est pour Nicolas. Voilà. Bonjour. Donc Nicolas Fulpin, je suis enseignant, pas du tout architecte, et ravi de voir la présentation qui a été faite aujourd'hui. Merci de montrer que c'est possible, de montrer que l'architecture, j'ai envie de dire, tropicale caribéenne sort un petit peu de l'architecture qu'on voit un petit peu trop quand on voyage aujourd'hui. Perso, moi, sans être architecte, mais quand je prends un avion et que j'arrive sur un territoire, voir des grosses tours toutes vitrées de partout, je ne sais pas où je suis, et je trouve que ça perd un petit peu de sens. Avoir des bâtiments comme ça, on sait directement qu'on est en milieu tropical et ça fait du bien. C'est pour la petite parenthèse architecturale. Et après, j'ai des questions en fait sur comment c'est accueilli par le public, par les gens à La Réunion, à l'intérieur des bâtiments. Est-ce qu'ils ont à participer à ces courants d'air? On a des bâtiments en Martinique qui ont 40-50 ans. Le bâtiment dans lequel j'enseigne, qui était très bien ventilé, qui était parfait pour du scolaire et puis de l'administratif. Ça s'est tout retrouvé, tout fermé de partout, parce qu'on a des problèmes d'acoustique, les gens veulent être au calme, parce qu'on a des problèmes aussi de petites bêtes, les gens n'en veulent pas. Donc savoir comment vous gérez ça et comment vous amenez ça aux futurs usagers de vos bâtiments. Quelle est la réflexion que vous avez là-dessus, en fait? J'aurais aimé directement faire le question-réponse. Oui, merci. Bien sûr, c'est un point fondamental. Cette architecture, il faut qu'elle soit acceptée et acceptable. Et donc, il y a un nécessaire travail pédagogique, d'échange, et on se rend compte et on a essuyé des plâtres. Dans certains cas, si on n'expliquait pas les fonctionnements, c'est-à-dire que tout simplement, c'est assez fou de le dire, mais il faut ouvrir les fenêtres pour que ça marche. Parce que si vous laissez les fenêtres fermées, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, se posent les problèmes de l'acoustique, de tout ce que vous avez cité à juste titre. Et pour ça, le puits dépressionnaire, par exemple, apporte dans certains cas des solutions super intéressantes en termes d'acoustique, en ce sens qu'il permet de faire de la ventilation naturelle dans un bâtiment en ayant des façades opaques, en fait, qui répondent à des problématiques acoustiques. On l'a fait pour une école en bordure d'une route nationale. On a le puits dépressionnaire, une des faces qui est une paroi en béton pleine et qui nous permet malgré tout d'avoir cette ventilation, non plus traversante, mais ascendante. Donc il y a des solutions, mais effectivement, on est sur des terrains un peu nouveaux qu'il faut défricher, sur lesquels il faut beaucoup sensibiliser. C'est aussi pour ça que la gestion des abords, elle est fondamentale. Si vous mettez des espaces naturels autour qui ne sont pas entretenus avec les mauvaises espèces ou dans lesquels vont proliférer les moustiques, ça ne va pas fonctionner. Donc on essaye de reconstituer aussi des écosystèmes, c'est pour ça que ça s'appelle le laboratoire d'écologie urbaine, des écosystèmes végétaux en périphérie des bâtiments pour qu'on retrouve des équilibres et non pas les déséquilibres qu'on a souvent
bâtiments qui génèrent une multiplication d'espèces nuisibles, ou en tout cas qui nous nuisent, pas forcément nuisibles au sens propre. Donc il y a effectivement un travail, par exemple pour l'amphithéâtre du Moufia, c'est au début, l'Université de La Réunion était vent debout contre ce projet, ils n'en voulaient pas. Donc l'architecte a usé un peu de malice pour pouvoir faire passer ce projet-là. Il dit, bon, écoutez, on va prévoir toutes les dispositions pour pouvoir mettre la climatisation demain. Donc toutes les gaines, les tuyaux, tout ce qu'il faut. Et si dans un an, ça ne se passe pas bien, on mettra la clim. Et ils ne l'ont toujours pas mise. Donc ça veut dire qu'il y a quand même aussi effectivement des mentalités à changer pour montrer que c'est possible. Et c'est pour ça que ces bâtiments démonstrateurs, ils sont fondamentaux, ils sont importants, parce que tant qu'on ne l'a pas fait, on ne croit pas. On croit à la machine, on croit à la clim, on croit à la télécommande. Donc, vous savez, vous êtes là, vous appuyez sur le bouton, ça va marcher, c'est super. Sauf qu'on oublie que quand il n'y a plus d'électricité, quand l'électricité coûte de plus en plus cher, quand on est dans des pays où l'électricité, on n'en a pas toute la journée, on fait comment ? Qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là ? Rien. Donc c'est aussi tout ça qui est important de prendre en perspective, bien sûr. Mais on ne peut pas l'écarter. Si on l'écarte, on va à l'échec. Il y a ça, mais il y a aussi, du coup, j'aurais aimé avoir un retour, moi, sur l'accueil des Réunionnais à ce genre de projet, quand on voit qu'aujourd'hui, le luxe, c'est malheureusement la télécommande, et puis c'est l'épaisseur de la couette en fonction des étoiles de l'hôtel où on va. Il y a quand même un gap au niveau de l'accueil par rapport à cette ventilation naturelle qui fait un petit peu, j'ai envie de dire, si je me mets directement un petit retour en arrière, parce en fait, on n'en aurait plus besoin, ça serait très bien. Moi, vous prêchez, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais comment est-ce qu'on arrive est-ce que vous arrivez à casser cette image-là de la climatisation ? C'est un travail de longue haleine, parce que ça fait 30 ans que je travaille sur ces thématiques-là, qu'on a commencé à expliquer qu'un logement en milieu tropical humide, ça ne pouvait pas être avec un couloir central, pour que vous deviez avoir deux façades opposées qui permettent d'avoir ce balayage d'air. Parce que là, quand je faisais ça, mon public, c'était quoi ? C'était le logement social, donc c'était des gens de toute façon ne pouvaient pas se payer la clim. Donc soit on essayait d'améliorer leur confort, soit ils n'avaient pas de confort. Donc, à la limite, la question dans ces cas-là, elle est presque binaire. On n'a pas le choix. Après, sur les bâtiments publics, tout simplement, c'est qu'on a commencé à en faire 1, 2, puis on a montré, on a fait visiter. On a commencé par s'appliquer à nous-mêmes ces concepts-là, c'est-à-dire que nos bureaux à Saint-Pierre-la-Réunion, au centre-ville, c'est des bureaux en ventilation naturelle. La seule climatisation qu'on ait, c'est pour nos ordinateurs. Et aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas climatisation contre ventilation naturelle, parce qu'on fait croire que on nous a sorti ça, le CRMA, ils sont venus à La Réunion, on vient défendre le droit à la climatisation des Réunionnais. J'ai dit, mais vous êtes complètement fous. C'est pas ça le débat. Le problème, c'est pas le droit à la clim ou à quoi que ce soit. Ce qui est fondamental, c'est le droit au confort. Et notre objectif, c'est de défendre le droit au confort en dépensant le moins d'énergie possible dans le contexte dans lequel je me trouve. Et les contextes sont tous différents. Même à La Réunion, on a des variabilités climatiques énormes entre les bas de l'île où on a un climat comparable à la Martinique, à la Guadeloupe, et les hauts de l'île où on est sur des climats où il fait froid, on a un problème de froid. Donc c'est vraiment sur ça qu'il faut rebondir. C'est en fonction du contexte programmatique, climatique, culturel, essayer de trouver la solution qui soit la moins consommatrice. Et il n'y a pas de règle. Parce que si on commence à tomber dans la règle, on arrive dans le côté académique ou diktat qui est forcément débile. Merci. Moi, j'ai fini mes questions. Bonjour à tous. Alors, pour paraphraser ce qu'a dit tout à l'heure Florent Place, moi je vais faire une analyse en tant qu'architecte, une analyse d'ancien praticien et d'actuel promoteur de la qualité architecturale. Donc j'ai eu le plaisir, il y a 1 an, de visiter une des architectures que vous avez présentées, donc c'est l'école de Lézirois. C'est une école d'ingénieurs. Ça a été une visite passionnante parce que même s'il n'y avait pas, parce qu'on a fait ça un samedi ou un dimanche, je ne sais plus, même s'il n'y avait pas d'élèves, on a pu voir que le système de ventilation fonctionnait, naturel, et surtout on a pu apprécier le confort. En étant, à titre personnel, un peu dérouté au début, je me dis, mais tous ces effets d'architecture, je ne sais pas si tu peux remettre les images, David, où on voit une grande bouche du bâtiment. Et on finit par comprendre avec les puits, avec la végétation, et on a visité le bâtiment avec son directeur.
Et moi, ce que je voudrais saluer, c'est cette démarche. C'est une démarche d'interaction permanente entre le recherche et le projet, une démarche permanente entre les architectes et les ingénieurs. Ça permet on voit qu'on remet au centre toute cette notion de projet. Et vous venez de le redire, quand tu viens de le redire, en disant il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste inverser le paradigme et se dire il faut qu'on réfléchisse. Il faut réfléchir, dessiner, tester, avec des outils que j'allais qualifier de modernes, les deux, l'informatique et la soufflerie. On va dire que la soufflerie, c'est un outil relativement moderne, surtout les usages actuels. Et je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que ça nécessite ce temps d'intelligence et de bien indiquer que ça nécessite des dépenses complémentaires dans le cadre d'un projet. Depuis des décennies, depuis 20 ans, on observe une baisse des frais d'études imposés par les maîtrises d'ouvrage. Alors on voit qu'en fait, il faut continuer à investir dans ce temps d'intelligence et dans ce temps de recherche. Voilà. Moi, comme Nicolas, je suis très intéressé sur cette notion d'usage et la manière dont vous arrivez à objectiver le confort. Et c'est une question, je pense qu'il va falloir lire des ouvrages ou faire d'autres conférences pour pouvoir avoir du détail là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir transposer. Et je vais clore en disant qu'en observant les projets, on voit qu'on passe de projets très très techno, comme si on testait, comme si on cherchait à comprendre. C'est ce que nous avait expliqué le directeur de l'école, parce que j'ai cru comprendre que c'était son troisième bâtiment et qu'il avait testé une première fois des premières hypothèses, un deuxième bâtiment où on a amélioré le système et on atteint la perfection lors du troisième. Et là, je vois le dernier projet de l'aéroport. On a le sentiment qu'on commence à sublimer la technique pour arriver à des formes d'expression très qualitatives. Pour l'aéroport, c'est aussi une question liée au budget, hein, quand même. Il faut quand même souligner les choses. On n'a pas les mêmes moyens sur un aérogare que sur du logement social. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui ne génère pas de surcoût. C'est une solution totalement passive. Il y a juste la petite rehausse qui est insignifiante par rapport au coût d'un bâtiment. Le reste, ça ne génère pas de surcoût notable, en fait, en dehors du fait, mais ça c'est indispensable pour tout bâtiment en milieu tropical humide, qu'il faut travailler de manière hyper stricte, toute la qualité de la protection thermique de l'enveloppe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre, comme ici, d'avoir une façade ouest sans protection solaire. Autrement, cet après-midi, si on a du soleil, je pense qu'on va fuir, on va se mettre tous dans le coin là-bas, parce que même avec la clim, on va être en inconfort. Donc, c'est vraiment ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas climatisation contre ventilation naturelle. Maintenant, on dit qu'on fait des bâtiments en climatisation naturelle. Parce qu'autrement, on ne fait pas passer le bon message. On a l'impression que le confort, on va l'avoir avec la clim, et quand on fait de la ventilation naturelle, c'est pour... vous voyez ce que je veux dire? C'est pour les gens qui n'ont pas d'argent. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de voir le confort et de proposer la climatisation naturelle contre la climatisation artificielle. C'est vraiment ça. Et ça passe par tout ce travail-là, effectivement, de compréhension. Et je me permets juste de rebondir sur tes propos, et merci de défendre la profession à travers les besoins dont on a besoin, qui sont nécessités par ce travail-là. Mais juste, si je dois conclure, moi, ce qu'on essaye de faire modestement, c'est ce que j'explique aussi à mes étudiants en master à l'école d'architecture. Notre objectif, c'est de faire ce qu'il faut, là où il faut, mais pas plus. C'est dans le mais pas plus que se trouve l'intelligence de l'architecte souvent. C'est facile de tartiner des protections solaires partout, de faire un tas de trucs, etc., avec beaucoup d'argent. Sauf que ça n'existe plus, ça n'existera de moins en moins. Donc l'objectif, c'est vraiment d'atteindre cette frugalité, cette efficacité, avec le moins de moyens possible en termes de technique, enfin sur le bâtiment, mais du coup, beaucoup plus d'intelligence sur le bâtiment, d'intelligence des architectes, des ingénieurs, des paysagistes et des urbanistes. Et on a besoin de tout ce monde-là pour pouvoir faire ce qu'on espère être une ville viable pour demain. C'est vraiment
espèce d'utopie sûrement très naïve. 3 minutes. Oh, c'est bon? Il y a sinon une question dans le public, comme tu veux. Oui. Bonjour, Étienne Bergdolt, architecte des Bâtiments de France, désolé, de La Réunion. On a beaucoup parlé de confort, effectivement, donc c'est pas vraiment une question. Je voulais apporter aussi un petit supplément. L'histoire de ventilation naturelle, ça peut être aussi une question de conservation. Je voulais vous citer l'exemple de la résidence des gouverneurs à Dzaoudzi, à Mayotte, qui est quand même un bâtiment conçu par le génie militaire, à l'époque où les militaires avaient du génie, avec des murs creux, des grosses cheminées en toiture, qui a fonctionné jusqu'à ce que le préfet s'y installe. Alors le bâtiment initial date de 1870, le préfet s'y est installé en 1980, évidemment en supprimant les cheminées, mettant de la clim, et donc maintenant, en 2020-2022, c'est tout pourri. Donc on a parlé de bâtiments démonstratifs, là on a l'effet inverse, c'est-à-dire que si on ne prend pas en compte ces phénomènes de flux d'air, d'aérolie dans les bâtiments, on conduit à les démolir. Donc voilà, c'est un problème de confort, mais ça peut être aussi un problème de conservation. Ouais, si vous voulez, je l'ai, même ce bâtiment en image. Je vais essayer de le retrouver rapidement, parce que c'est vrai que c'est un bâtiment remarquable et c'est une grande leçon de l'histoire aussi. Enfin, je vais essayer de le retrouver, si on a le temps. Ah non, c'est sur mon disque dur. Désolé, je vous le montrerai peut-être, alors je transmettrai. Mais c'est vrai, effectivement, c'est vraiment un bâtiment emblématique pour moi du monde tropical, avec des variantes périphériques, une porosité sur toutes les façades et une intelligence de la ventilation naturelle qui est remarquable. Ouais, merci pour... Et en plus, effectivement, dans lequel on vit, si on ne met pas la clim de manière saine... La climatisation, si elle est mal conçue, génère beaucoup de problématiques, aussi bien pour la santé des hommes que du bâtiment. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps mauvais. Ça veut dire qu'il faut aussi, là aussi, il faut beaucoup d'intelligence. Et malheureusement, on n'en a souvent pas assez d'intelligence aussi sur ces systèmes actifs. Oui. Pardon ? Ouais. Bah, très bien. Ouais. On va peut-être pouvoir le rénover alors. Oui, je voudrais rebondir sur la remarque de Nicolas Pulpin tout à l'heure sur le ressenti de la population. Je crois que ce qui porte tort, c'est le sentiment de régression. C'est-à-dire que la climatisation a été un phénomène d'évolution et de confort nouveau au sein de la population, à une certaine époque en tout cas. Et aujourd'hui, proposer de la ventilation naturelle et travailler avec cette installation, on a l'impression les habitants ont l'impression de régresser ou qu'on leur vende quelque chose à bas prix et qu'on ne sait pas faire. Et ils ont un peu l'impression de perdre finalement au pouvoir d'achat, au pouvoir de vie, puisqu'ils n'ont pas de climatisation. Et je pense que là, il y a des politiques publiques à mener pour faire comprendre, alors de la part de tout le monde, hein, c'est effectivement aussi bien des politiques publiques État qu'au niveau des professionnels, de tous les professionnels. Le plus dur, c'est peut-être les promoteurs, mais faire comprendre que la climatisation n'est pas forcément un phénomène d'évolution, mais un phénomène de régression, en tout cas d'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Donc c'est le plus gros travail dans le ressenti de la population, à part la poussière, les insectes, le vent, etc., c'est de faire accepter que la non-climatisation n'est pas une régression sociale. Voilà. Merci Pierre pour ces précisions, et c'est pour ça aussi qu'il faut commencer par avoir des bâtiments démonstrateurs qui ne soient pas pour les logements sociaux, parce que du coup on peut faire passer un très mauvais message, mais que ce soit sur des bâtiments emblématiques ou pour des gens qui ont plein d'argent, parce qu'on a toujours envie d'imiter les gens qui ont plein d'argent, et donc c'est aussi une façon de faire accepter les choses. Et c'est pour ça qu'on a commencé par faire nos bureaux comme ça, aller faire visiter. Et là où on a nos bureaux, c'est une résidence privée, c'est un promoteur privé, et le règlement de la copropriété interdit l'installation des climatisations. Et aujourd'hui, les gens, ils viennent dans cette opération pour ça.
parce qu'ils ont un jardin à la place d'un parking au milieu de leur logement, et ils ont un endroit où ils n'entendent pas la nuit les moteurs de clim s'ils veulent dormir la fenêtre ouverte. Donc ça peut aussi, ce message, il peut aussi passer, mais c'est pas facile, hein, on n'est pas en train de dire que ça se fait tout seul, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de réticences. Mais il faut bien commencer par quelque part. Vous avez bien vu la courbe, on peut pas imaginer qu'on continue à faire exploser la demande énergétique, alors qu'on sait tous qu'il faut qu'on aille vers plus de sobriété. Donc on n'a même pas le choix, quoi. Oui, juste un petit complément. Il y a une troisième voie en fait qu'on utilise nous en ce moment entre la climatisation naturelle et la ventilation naturelle, c'est la climatisation ventilée avec les brasseurs d'air, donc qui permet un petit peu de minimiser la casse, mais qui va pas dans le sens du low-tech, mais qui fonctionne assez bien quand même et qui est relativement bien accepté, qu'une solution transitoire, quoi. Alors oui, j'ai pas parlé des jours sans vent où y a plus, la ventilation naturelle ne fonctionne plus. Donc effectivement, ce jour-là, les brasseurs d'air sont intéressants. Et au-delà de ça, on travaille aujourd'hui avec un projet de recherche sur les bâtiments en mode mixte, dans lequel on montre qu'en fait, il y a un enchaînement de solutions qui peuvent se mettre en place en cascade, qui vont du totalement passif, ventilation naturelle, en passant. Ensuite, on met en route les brasseurs d'air. Et puis quand il fait trop chaud et que du coup, on n'a plus le confort requis parce que les conditions climatiques ne le permettent pas, on met en route la clim, mais en laissant les brasseurs d'air. Et là, on arrive du coup à mettre des consignes de clim non pas à 22 degrés, comme dans ma chambre d'hôtel où je suis arrivé, je me suis gelé hier soir, j'ai ouvert la fenêtre, mais des solutions, on va mettre la clim à 27 degrés avec un brasseur d'air, ce qui va faire une température ressentie de 24 degrés. Et on va économiser 4 degrés, c'est-à-dire à peu près, comme c'est 7%, on va 15 à 20% sur la note électrique, ce qui est déjà énorme. Rien qu'en utilisant en même temps un brasseur d'air et la climatisation. Donc effectivement, c'était pas le sujet, mais c'est fondamental de bien dire qu'on travaille sur tout cet enchaînement de mise en place de systèmes qui sont complémentaires, qui ne sont pas antagonistes, qui vont dépendre du contexte, encore une fois. Oui, David, pour finaliser, s'il vous plaît. Pour compléter, finaliser, oui, je voulais juste... Il y avait une phrase, alors j'ai cru comprendre que la paternité de cette phrase était... C'est l'objet d'un débat, mais c'est ce que nous a dit le directeur de l'école en visitant l'école, où il disait qu'il faut mieux être dans un bâtiment passif avec des gens actifs plutôt que le contraire. Voilà. Je voulais aussi constater qu'on pouvait tout à fait, dans un milieu avec d'éventuels cyclones et des problèmes sismiques, faire des architectures avec des doubles toits, des éléments, et que c'était donc possible. Voilà. Merci. Et je tiens encore à remercier David, Raphaël et leur équipe, parce que toute cette diffusion des savoirs, c'est extrêmement important. D'où l'intérêt de la recherche, l'intérêt d'avoir des écoles d'architecture spécialisées dans ce type de problématique. Merci à vous tous. Donc merci Antoine, merci David, merci Nicolas. Merci vraiment.